Ils ont fait quoi tes parents à ta naissance déjà? Enfin, vu ta tronche, on voit que ça te touche personnellement le truc là. Non mais sérieusement, vous êtes qui? Chut. La personne qui m'envoie veut vous transmettre un message. Hein? Je ne peux pas vous en dire plus ici. Trop de gens peuvent nous entendre. Rendez-vous ce soir, dans le parking, souterrain, seul. Non mais attendez là, mais qu'est-ce que c'est? Et Guillaume, tu savais qu'en psychologie... Ah, je t'arrête tout de suite. La psycho, c'est pendant l'épisode 1. Pas en dehors, ok? Super. On va commencer. Merci. En psychologie, on se demande souvent depuis combien de temps dure un problème. Il a commencé à faire 5 ans. Et du coup, il n'est pas inutile d'aller chercher du côté de l'éducation ou de l'histoire familiale. Bref, aujourd'hui, on va parler du transgénérationnel. Père a eu d'autres enfants. En plus de moi, Tommen et Myrcella. De quoi veux-tu parler? Puis y a pas trop à forcer non plus, hein, parce que bon, raconter sa propre histoire familiale, tout le monde le fait assez facilement, surtout les enfants et les ados. Et puis ça se voit partout dans la pop culture. Même les vieux, parce que bon, eux, avec leur âge, ils comprennent un petit peu que les choses se répètent. Julius, je vous félicite pour la répétition. Le rôle du père de la mariée n'est jamais aussi facile qu'on le croit. Et le souci se fait sentir pour eux de ne pas répéter les mêmes erreurs que leurs ancêtres. À titre d'exemple... Je trouve Maya étonnamment équilibrée, je dois le dire, vu ses parents, j'entends. Sa mère est charmante, mais son père, Julius... Oh, vous ramenez toujours tout aux parents, c'est vachement pessimiste dans un sens. Puis je trouve ça réducteur. Mais non, parce que le transgénérationnel, c'est qu'une facette de la personne parmi tant d'autres. Nous sommes des sujets uniques et autonomes, avec une face cachée qu'on appelle l'inconscient. Et cette facette de nous-mêmes, ça fait son petit bonhomme de chemin en solo contre vents et tempêtes. Mais nous sommes aussi le sujet du groupe. Ça, c'est l'angle qui nous situe dans la famille, mais pas seulement dans la famille, car on s'ancre rapidement dans des sociétés beaucoup plus larges. Et dans cette réalité-là, nous sommes tous les maillons de différentes chaînes, ou les différentes pièces d'un puzzle, si vous préférez. Pense aux pièces d'un puzzle, Yugi. Garde cette notion en mémoire. Un puzzle. Quand les cartes sont-elles un puzzle? Petite précision freudienne, le sujet du groupe, il est profondément intériorisé par tous les individus, y compris dans leur inconscient. Mais comment est-ce qu'un phénomène psychique peut-il s'intérioriser et se transmettre de génération en génération? Pour ça déjà on pourrait questionner le désir d'enfant qu'avaient les parents. Je veux mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé mijoté à la crème. Je veux mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé mijoté à la crème. L'enfant que les parents désirent et celui qui naît sont deux choses différentes. L'enfant idéal des parents, il est là avant la naissance. Ça encourage les nouveaux venus à grandir d'une certaine manière. Et plus tard, ça pourra se manifester par un sentiment de faute ou de culpabilité si jamais on déçoit cet idéal des parents. Pour le dire autrement, Freud pense que ce qui se transmet spécifiquement d'une génération à l'autre, c'est l'idéal des parents. C'est d'ailleurs cette part d'eux qui restera quand ils seront morts. Tu sais ce que veut dire héritage? C'est ce que tu transmets lors de ton décès à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est ce qui demeure de toi quand tu as disparu. Bon, on parlera de la question de l'idéal dans un autre épisode. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le sens des interdits, il relève du surmoi. Donc ce qui se transmet de génération en génération, c'est de l'ordre du surmoi. Cela signifie que se construire en tant que sujet, c'est trouver ses interdits, c'est se confronter à la loi. Exactement. Et donc, au tout début, les enfants, ils vont chercher auprès de leurs référents les plus proches, les parents. C'est d'ailleurs eux qui vont morfler le plus au début. Ah voilà, là le gamin il s'en cogne des bonbons, ce qu'il veut c'est qu'on lui dise non, ce qu'il veut c'est trouver la loi. Et moins son père il va réagir, plus le môme il va gueuler fort. Voilà ce qu'on peut se dire quand il y a un gamin qui fout le bordel dans un magasin. Oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui réagit, parce que le môme s'il trouve pas la loi auprès de ses parents, il va la trouver ailleurs. Dans le meilleur des cas, l'enfant comprend tout de suite les raisons de l'interdit des parents, et il se débrouille avec. Du coup, la valeur sur laquelle repose le discours des parents sera intériorisée. Ah, c'est pour ça qu'il demande tout le temps pourquoi? D'où Jésus, là je suis très mal. Butters, est-ce que tu as une explication à nous donner?
En psychanalyse, on pense que pour pouvoir intérioriser ça, l'enfant doit déjà admettre quelques petits trucs. La différence entre les générations. Pourquoi il faut commencer par écouter ses parents pour se faire ensuite une place dans la vie, si vous voulez. Mais à force d'écouter leurs parents, leur demandant pourquoi, les enfants ils vont finir par comprendre que leurs parents c'est pas les référents ultimes en matière d'interdit. Il y a des gars au-dessus d'eux. Et puis d'ailleurs, les parents sont d'autant moins les référents ultimes qu'ils ont eux-mêmes leurs propres référents qui sont leurs propres parents. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux. Hein. D'une certaine manière, les parents ce sont toujours de grands enfants qui continuent à obéir à leurs parents ou à ceux qu'ils placent comme des substituts parentaux. Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ancêtre est perçu comme une figure importante, parce qu'il est souvent invoqué dans les moments de crise. Puis d'ailleurs, les enfants questionnent beaucoup leur histoire familiale au moment où ils testent la loi. C'est peut-être parce qu'ils ont compris un truc, c'est qu'il y a quelque chose à chercher du côté des ancêtres. Mais on ne m'a pas conseillé. L'on vous conseille en ce moment même. Il y a vraiment des claques qui se perdent. Mais non, mais arrête, en même temps il est malheureux ce petit Geoffrey, mais c'est normal, sa maman elle lui a interdit de connaître son histoire familiale. Le secret de famille, c'est pas un oubli anodin d'un détail sans importance de l'histoire familiale, non, c'est plutôt une zone d'ombre sur laquelle il est interdit de revenir ou de poser des questions. C'est un impensable. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Notre royaume s'arrête à cette frontière. Et parfois ce secret est si grand que la plus grande partie de l'histoire est occultée, et il ne reste plus que quelques bribes d'anecdotes énigmatiques ici ou là. L'enfant sent bien qu'il ne doit pas poser de questions, mais il ne peut pas savoir pourquoi il ne faut pas les poser. Et ça ne l'aide pas à s'orienter, il y a un impensable. L'impensable, c'est dans le pire des cas, et ça peut tout de suite avoir un impact sur les apprentissages. Si la curiosité de l'enfant est réprimée par les parents au lieu d'être stimulée, il faut pas non plus s'étonner. Il peut être amené à se dire « à quoi ça me sert de penser puisque ça ne me mène à rien dans mes interrogations sur mon histoire ». Et parfois, c'est la famille elle-même qui protège ce secret de famille, parce que ce sont des dossiers un peu brûlants. La famille peut devenir une communauté de déni. Ça veut dire que tout le monde se fédère autour d'un secret. Et avec de la chance, les enfants se reposeront la question, quand ils deviendront parents, refaire un travail d'historien ou rester complices de ce secret de plus en plus obscur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les traumatismes non surmontés, ils se transmettent. Il y a toujours une filiation autour de ça. Ton souci par rapport à ce massacre est largement antérieur au massacre lui-même. Je crois que tu es préoccupé plutôt par un tout autre massacre. Ton intérêt pour ce qui s'est passé dans les camps de réfugiés concerne en fait d'autres camps. Tes parents ont été dans les camps de concentration. Oui. À Auschwitz. Oui. Ça remonte à ta propre enfance. Le massacre pour toi, il a eu lieu quand tu avais peut-être 6 ans. C'est ce massacre-là que tu vis, dans ces camps-là. Et à ce sujet-là, il y a deux psychanalystes, Nicolas Abraham et Maria Torok, qui ont parlé de deux concepts très intéressants, la crypte et le fantôme. La crypte et le fantôme. Ouais, t'as bien entendu. La crypte, c'est une bonne image pour représenter un secret inavouable, scellé dans une partie secrète de l'inconscient, c'est-à-dire aux fondations même de notre structure psychique. Et une crypte, c'est une bonne image, puisque une fois qu'elle est fermée, elle ne peut plus être ouverte. Et le secret qu'elle contient reste entièrement confiné dedans. Mais du coup, quand cette personne aura des enfants ou des petits-enfants, il y a quelque chose de cette crypte qui va se transmettre. Pas le secret lui-même, mais plutôt des résidus de ce secret inavouable, qui vont s'exprimer à travers les descendants, que ce soit par les symptômes, les actes, les paroles ou autres. Et ce quelque chose qui provient de la crypte du parent et qui va s'exprimer chez le descendant, on appelle ça un fantôme. Si ce qui traverse les parois de cette crypte pour aller hanter les nouveaux venus, des paroles, des actes, des symptômes peuvent alors s'exprimer à travers les descendants de ces cryptes intérieures sans qu'ils sachent vraiment pourquoi. Transmission de pensée, maintenant fantôme. Faudrait que vous contactiez le grand JD parce que là au moins on ferait des vues. Là on est dans la nurserie. Tout en haut du château. Et apparemment il se passe pas mal de choses ici. Eh mais en fait c'est pas si con. Bah ouais. En fait, si vous connaissez des personnes qui disent être en contact avec des fantômes, en fait, nous, on pourrait aller les interviewer pour savoir si ce qui les hante, c'est pas justement des traumatismes anciens, voilà, de ce genre-là. Mais oui, carrément. Parce que comme ça, du coup, au lieu d'utiliser des lunettes de visée infrarouge, des détecteurs de rayonnement électromagnétique et tout ça, eh ben, on interviewerait juste les gens sur leur histoire familiale et ça marcherait trop bien. T'as pas transmis le phallus, là ? Bah en tout cas, ça aurait une autre gueule. Nous, on chasserait pas le fantôme, on discuterait avec ceux qui disent les avoir vus. On leur ferait des trucs comme alors dites-nous ce qui vous amène ici, il y a quelque chose qui vous hante. Et je te parie même que là, il y aurait des petits trucs qui surgiraient, des anecdotes qui nous mettraient sur la piste.
D'autant en plus qu'il y a un trésor au bout de cette histoire, une question d'héritage et de succession. Ah bon? Fallait dire tout de suite. Chut, Guillaume. Ah oui, la capacité enfin de dépasser les traumatismes sur lesquels se sont brisés nos ancêtres, pour ne pas rejouer encore les mêmes erreurs en remontant à la source du problème. Ah. Bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Alors comme vous avez peut-être remarqué, il n'y a que la partie théorie, contrairement à avant où il y avait théorie plus analyse. C'est simplement parce qu'on s'est dit que cette année on allait tester un truc nouveau, c'était diviser nos épisodes de Psychoquack en 2 vidéos. Donc là vous venez de voir la partie théorie, bientôt il y aura la partie analyse. Donc là en fait ce qui est intéressant c'est que déjà nous ça nous permet d'avoir un peu plus de temps pour les tournages, et puis vous ça vous permet aussi de pouvoir participer en disant dans les commentaires ce qui selon vous serait l'œuvre qu'on va analyser dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, et puis surtout nous ça nous donne l'impression qu'on fait plus de contenu, donc ça c'est pas mal. D'ailleurs en attendant la suite, si la question du transgénérationnel vous intéresse, sachez qu'il y a une très bonne vidéo qui a été faite sur le fantôme et sur la crypte, sur la chaîne Sapiens sur un caillou, on vous met le lien en description. Mais attends, je commence à comprendre tout ça. Il buvait pas ton père, toi? Mais ouais, mais c'est une putain de bonne question ça. Et qu'est-ce qu'il essayait d'oublier dans l'alcool, ton père? Quoi? Tu t'étais jamais posé la question? Mais vous êtes sérieux là? Mais tu sais, moins on connaît sa propre histoire, et plus on se condamne à répéter les mêmes erreurs. Regarde-toi, et tant que tu freines la boisson. Mais ouais, faut que tu freines. Qu'est-ce qu'elle dirait ta mère si elle te voyait? Mais vous me cassez les couilles là putain, mais... Oh, ça va que je dois me casser, hein, parce que bon, allez, salut. Le transgénérationnel, la question méritait d'être posée. Allez, à la prochaine fois. Monsieur, pourquoi avoir demandé d'annuler un rendez-vous? Vous voulez pourtant que je lui en parle. Oui, mais ce n'est plus utile. Je sais maintenant qu'il viendra me voir et qu'il découvrira sa vérité. Vous croyez qu'il est au courant? Oh non. D'après ce que je crois, Olivier n'est pas prêt de se rendre compte des ennuis qui l'attendent.